Chômage partiel, aide, l'État ne vous donne rien. Il vous l'avance simplement pour mieux vous le reprendre après. Amis abonnés Zencrise, bonjour pour cette version longue du Zoom sociétal. Version longue qui n'est pas la version courte en plus long, mais la version plus profonde. On va donc pousser la prospective un petit peu plus loin. Et cette vidéo est tournée le mercredi 1er avril. C'est pas un poisson, c'est juste pour pouvoir être sûr que vous l'ayez samedi. Par l'intermédiaire de mon petit souplisseau internet et puis des conditions de confinement. Donc, comment l'État va vous faire les poches en sortie de crise? Eh bien, vous pourriez être surpris de ce que l'on va découvrir ensemble et ce que l'on va mettre en évidence simplement par l'analyse, l'observation et en essayant de réfléchir un petit peu. C'est ce qu'on appelle le cycle du renseignement à l'action. Comment est-ce qu'on passe de l'info au savoir, à l'action et effectivement à l'apprentissage derrière. Alors, tout ce que l'on va imaginer n'arrivera probablement pas comme on l'a imaginé, voire pas du tout, mais au moins, vous aurez une longueur d'avance sur la compréhension des futurs possibles évoqués en partant de la situation actuelle. Et ça, c'est bien le but de la prospective. Donc, au stratagème de la peur évoquée dans l'entretien de la semaine dernière, la peur historique des peuples, évoquée et cultivée surtout, on rajoutera celui de la corde du patriotisme et de l'union nationale qui fonctionne toujours parfaitement en cas de crise et qui fonctionne encore mieux quand il s'agit de faire passer plus d'autoritarisme, puisque c'était le cœur de l'intervention de la semaine dernière. Donc, j'avais mis en évidence la possibilité d'une scission sociale en 3 catégories. Ceux qui sont au front et qu'on met en évidence tous les jours et à juste titre. Ceux qui télétravaillent et ceux qui sont au chômage partiel. Aujourd'hui, c'est 2,2 millions de personnes, ou c'était 2,2 millions de personnes hier. Plus une catégorie que j'avais oubliée, les fonctionnaires. Scission limitée volontairement par le gouvernement, par la mise en scène des nouveaux héros, donc j'ai évoqué tout à l'heure, héros qui étaient jusqu'à présent inconnus, voire sous-estimés, que ce soit les infirmières, notamment libérales, qu'on a méprisées pendant des années, en leur faisant faire 4 ans d'études pour un diplôme Bac+3, j'ai jamais compris, mais il doit y avoir une bonne raison, je suppose. Comme les femmes de ménage, comme les aides-soignantes, comme les éboueurs, tous ces héros que la presse se charge de mettre en avant maintenant. Et puis, tous ceux qui sont héros malgré eux, tout simplement parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent. Ça, c'est le côté carotte, après c'est le côté bâton, après le côté carotte. Mais l'État pourrait avoir prévu une autre façon d'égaliser tout ça en sortie de crise et de mettre tout le monde d'accord. Donc pour financer la situation, la semaine dernière, j'ai évoqué dans l'ordre ce qui nous attend. Donc les méthodes classiques, on va dire, la dette, là on est en plein dedans, les impôts, encore une fois, il n'y a qu'un foyer sur 2 qui paye des impôts, et puis les PME payent 80% de l'impôt aux sociétés, ce qui sous-entend que quelque part, c'est probablement les mêmes qui vont être taillables et corvéables à Bercy. J'ai cité le travail, l'inflation, avec comme dégâts collatéraux possibles le crash de l'euro et éventuellement la saisie de vos avoirs bancaires. S'il faudra se remettre au travail, aujourd'hui, il y a 50% de l'économie qui est bloquée. Et paradoxalement, s'il faudra se remettre au travail, ce blocage et les dégâts collatéraux qu'il va générer pourrait augmenter le chômage en sortie de crise et on pourrait aller avoisiner les 20, voire pourquoi pas les 30% de chômage, notamment s'il y avait par exemple 1 million de TPE qui étaient amenés à déposer le bilan. Alors imaginons un peu ce qui peut se préparer en regardant un peu ce qui peut nous arriver, mais en regardant également ce que font les autres et en décryptant les discours de nos dirigeants. Donc pour les artisans,
à qui les banques refusent en ce moment des prêts, c'est évident, eux, ils vont déposer le bilan, et ils vont déposer le bilan tout simplement pour se mettre en auto-entrepreneur, ce qui s'appelle aujourd'hui micro-entreprise. Ils effectueront 5 jours de chantier, ils en deviseront et factureront un, qui correspondra à celui où par hasard l'inspection du travail passe, ou si par malheur il tombe de l'échelle pour l'assurance, et en sachant que l'économie parallèle a toujours été une des réponses du peuple face à plus d'impôts. Mais concernant l'économie en général, aujourd'hui, le principal souci de l'État libéral, c'est pas la crise sanitaire qu'il gère au moins mal en fonction, encore une fois, et on va pas revenir là-dessus, des faibles moyens dont il disposait, d'un manque de préparation totale et d'une incapacité à passer en mode crise, du moins pour les étages en dessous. Donc, son premier souci, c'est bien les conséquences de cette pandémie, des conséquences du virus, à savoir la crise économique. Et donc, crise qui d'ailleurs, je le rappelle, n'est pas le fruit du corona, c'est pas le corona qui a déclenché la crise économique, il l'a précipité. Mais la crise économique, elle existait bien avant. Regardez par exemple quel était l'état de l'économie, même de la puissante allemande, avant la crise. Donc, si en ce moment l'État gère avec les robinets ouverts, nos limites, on nous a dit, c'est parce qu'il emprunte. Et s'il emprunte, c'est parce qu'il y a des prêteurs. Et ces prêteurs le font parce qu'ils nous font plus confiance qu'à d'autres pays dans notre capacité à rembourser. Non pas parce qu'on produit plus de valeur, mais simplement parce qu'on est plus à même que les Grecs ou les Chypriotes à lever de l'impôt. C'est-à-dire que l'État a encore suffisamment d'autorité en France pour faire lever l'impôt. Tant que jusqu'au consentement limite. Et encore une fois, le consentement limite, on le connaît, c'est 25%. En dessous, les gens payent de bon cœur. Au-dessus, ça commence à filouter. Par contre, concernant cette confiance des prêteurs, on voit bien qu'elle commence à s'éroder par l'augmentation des taux. Les taux représentant la rémunération du risque du prêteur. Donc, si donc notre État, je crois que c'était M. Fillon qui disait que l'État, il était à la tête d'un État en faillite, qui a besoin de 3% de plus de prêts que ce qu'il est capable de produire tous les ans pour vivre, s'il emprunte, c'est tout simplement pour survivre, donc payer les fonctionnaires, faire fonctionner la boutique, redistribuer 54% du PIB en aides sociales diverses et variées, et puis avec l'évaporation actuelle de notre technostructure hyper développée. Donc, si on a besoin d'emprunter pour vivre, on ne peut pas faire défaut, comme la France l'a déjà fait plusieurs fois au cours des siècles précédents. Et si on ne peut pas faire défaut, il faut rembourser. Et donc, pour rembourser, il faut aller chercher l'argent là où il est. Et quand on dit que la BCE, c'est jamais que la Banque Centrale Européenne. Or, l'Europe, voilà, on a une idée de ce qui pourrait se passer en sortie de crise, mais on verra ça dans le zoom géopolitique. Si on dit que l'Europe est le dernier garant, c'est faux. Le dernier garant, c'est vous, c'est moi, c'est nous, mais c'est surtout nos petits-enfants. Donc l'État va donc demander à ceux à qui il a prêté, vous et moi encore une fois, de rembourser au plus vite en s'appuyant sur les lois d'exception qui justement il a fait voter en profitant du corona. Vous rembourserez donc tout, capital et intérêt, plus l'évaporation, et vous rembourserez d'une part de façon habituelle, qu'on a évoqué, l'impôt, les dettes, les taxes, et il y en a une autre un peu plus rapide que l'on va évoquer et qui sera mise en place à la sortie du confinement qui, à mes yeux, ne peut prendre fin que de façon progressive, régionale, locale, et ce qui sous-entend une politique de masques et de tests. Et encore une fois, on revient à ça. Il n'y a qu'à regarder à ce qui se fait en Chine. Ils déconfinent, mais lentement et progressivement, et ils maintiennent les frontières. On y reviendra. Donc n'imaginez surtout pas
que le président de la République va prendre le micro un soir en disant « c'est bon, je déconfine tout le monde et puis on va tous se retrouver demain soir au resto pour fêter ça ». C'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Et on va déconfiner pour une raison principale, c'est pour vous permettre de retourner bosser, tout simplement. Donc, pour vous faire les poches, en transformant par exemple le chômage partiel qui vous a été attribué, qui coûte, donc les 84%, on va vous demander de le rendre sous forme d'heures de travail, de RTT qu'on va vous confisquer, de jours de congé. Et si le décret-loi autorisant les 60 heures a été voté, c'est pas par hasard, même s'il faudra bien négocier un peu avec les partenaires sociaux et on descendra à 48 heures semaine et je ne sais quoi. Parce qu'encore une fois, le travail, c'est la seule façon de produire de la richesse et de la TVA, donc des rentrées d'argent pour l'État. Et donc, il semble peu imaginable aujourd'hui que vous sortiez du confinement début, fin mai, voire fin juin, comme on commençait à l'imaginer les Portugais, par exemple, pour partir en vacances en juillet. En juillet, vous pouvez vous préparer à bosser. Et je dis en juillet, au mieux. Donc, les conséquences, c'est que pour l'industrie du tourisme et les gens qui vivent des locations ou qui ont des appoints par des locations saisonnières, Airbnb a prévu 250 millions pour rembourser les autres, mais pour l'industrie du tourisme, ça va être quadruple peine. Ils ont eu les gilets jaunes, les grèves, le corona, et ils auront potentiellement la suppression des vacances. Alors l'État trouvera un fonds quelconque pour dédommager, mais là aussi, il y en a qui s'en relèveront pas. Et pourtant, je vois passer certaines demandes de location saisonnière qui laissent à penser que certains sont encore dans le rêve de après la crise, ça revient comme avant. Non, non, après la crise, ce ne sera pas comme avant. Et donc là, j'invente rien, je ne trahis pas de secret non plus. Il suffit de lire entre les lignes de nos dirigeants et on perfectionnera cette méthode de lecture dans la formation sur la communication de crise que je prépare. Mais il suffit de regarder encore une fois ce qui se fait en Chine, en Espagne et au Portugal, nos voisins. Et éventuellement, si jamais pour les vacances de cet été, on n'avait pas tous bien saisi, on peut imaginer que, puisque les autres le font, on maintienne les frontières fermées. Des fois, vous auriez envie d'aller vous évader au soleil. Donc pour conclure, n'attendez aucun cadeau de l'État parce qu'il n'y en aura pas. Et il faut s'attendre à ce qu'il récupère tout jusqu'au dernier centime. Et pour ça, il n'y a qu'à regarder le décalage qu'il y a entre le discours officiel de nos ministres et ce qui se passe dans la réalité en termes d'aide pour les entreprises. Si nos dirigeants ont peut-être ou font croire qu'ils sont changés de logiciel et qu'ils sont passés en mode combat, pour ne pas dire guerre, parce qu'on n'est pas en guerre, encore une fois, c'est pas ça une guerre. Nos technocrates au bout de la chaîne, eux, n'ont pas changé de logiciel et sont restés au siècle dernier. Quand je vois des copains patrons de PME à qui on demande pour obtenir le prêt de garantie qu'on nous vend tous les jours à la télé, quand on leur demande le bilan 2019 en sachant qu'en temps normal c'est un document qui sort au mois de juin, comment voulez-vous en période de crise avec les comptables en confinement à la maison, en chômage partiel, éditer un bilan en 2019 au mois de mars? Si on leur demande ça, c'est soit parce qu'effectivement nos banquiers n'ont pas changé de logiciel, soit ils n'ont pas envie de prêter, ils n'ont pas envie de prendre de risques, ou ils ont envie de les tuer. Donc, quand on vous dit patriotisme, c'est patriotisme à vos frais, à nos frais. Donc, amis fonctionnaires, en ce moment, faites-vous discret ou faites-vous jaune à la sortie de la crise, si vous n'êtes pas à un paradoxe près. Parce qu'il y a une autre explication conceptuelle à cette logique gouvernementale qui peut nous paraître quelque part associable ou je ne sais quoi. Mais si une entreprise capitalistique est programmée pour dégager du profit, c'est génétiquement programmé comme ça, une entreprise, voire certaines d'être cyniques, ce qui n'empêche pas d'un autre côté
les entrepreneurs, les patrons, eux, d'être un peu philanthropes, mais à titre personnel. On ne mélange pas la vision personnelle de la vision d'entreprise, même s'il y a souvent, si c'est lié forcément. Donc si les entreprises sont programmées pour faire du bénéfice, l'État libéral, lui, est programmé pour leur permettre d'en faire et donc créer un environnement qui leur soit favorable, surtout aux grosses, puisque, encore une fois, ce sont les PME qui payent de l'impôt et le chômage viendra des PME. Alors, comme c'est socialement inavouable de dire que la préoccupation première de l'État, c'est permettre aux entreprises de faire du profit, et si possible aux gros, eh bien, encore une fois, via le discours et la communication, on dit qu'on va déconseiller, voire interdire, voire pénaliser les entreprises qui distribueraient des dividendes. Je vous rappelle quand même que s'il n'y a pas de dividendes, le cours des entreprises baissera, la valeur boursière baissera, et ce qui permettra à nos amis chinois d'en racheter encore un peu plus et à un peu moins cher. Ça, c'est typiquement du Frédéric Bastiat, 1850, dans son excellent petit fascicule, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc, vous comprendrez mieux maintenant pourquoi la nécessité d'un totalitarisme consenti. Et donc, pourquoi les lois d'exception qui ont toutes les chances de perdurer et de rentrer dans le droit commun, que ce soit le droit du travail ou autre, même s'il faudra concéder quelques miettes aux syndicats. Pour rappel, les syndicats ne vivent pas de leur cotisation, enfin de la cotisation de leurs adhérents. Les syndicats vivent de la manne que leur verse d'une part le patronat et d'autre part l'État pour exister. Or, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc les syndicats auront beau mettre un peu de monde dans la rue, on leur concédera certainement quelques miettes, mais 48 heures, ça me paraîtrait une durée de travail envisageable. Au même titre que dans les états répressifs, il est évident que même si ça choque, la géolocalisation est déjà en œuvre. France Télécom, Deutsche Telekom et tous les autres opérateurs ont accepté, nous dit-on, comme s'ils avaient le choix, ont accepté de procéder à la géolocalisation de nos portables. Alors géolocalisation qui sera limitée dans le temps, qui respecte la RGPD, qui sera anonymisée, mais on a franchi le pas, on est tous géolocalisés encore plus qu'avant. Alors, totalitarisme consenti par manipulation, par opposition au confinement non respecté dans les quartiers dits sensibles, non respecté parce que pas imposable. Et ces quartiers sensibles ont repris leur jeu habituel qui consiste à tendre des guet-apens aux pompiers et aux policiers, comme entre autres dans le quartier, non pas des francs-voisins, mais des francs-moisins à Saint-Denis et plein d'autres. Alors, maire de Saint-Denis, maire communiste, qui s'indigne d'une telle réaction, il va être temps. Mais par contre, il ne faudrait pas se croire à l'abri dans les beaux quartiers, parce que potentiellement, ces quartiers sensibles, quand ils auront fini de s'amuser avec nos pompiers et nos policiers qui n'ont pas besoin de ça en ce moment, eh bien, il n'est pas inenvisageable qu'ils procèdent à quelques runs dans les beaux quartiers pour se distraire, puisque le confinement ne les concerne pas. Alors je ne sais pas si c'est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur qui a donné des consignes de ne pas les chatouiller, mais je pense que pour l'instant, on n'a surtout pas les moyens de consacrer des forces de l'ordre à gérer ce second problème. Alors, ça pose une vraie question quand même là. Pourquoi est-ce que nous, sociétalement, avons-nous laissé se développer ces quartiers sensibles et ces zones de non-droit, même si c'est pas politiquement correct de les appeler comme ça. Ben pour une fois, je ne vais pas répondre à la question, histoire de ne pas me faire catégoriser trop rapidement. Je vais vous laisser le faire, mais je pense que vous avez la réponse. Quant à l'État, j'aime sa façon en ce moment d'entretenir la notion du pain et des jeux, et les jeux étant la Française des Jeux aujourd'hui. Ça m'a choqué de voir une publicité de la Française des Jeux sur
la possibilité dorénavant de jouer au gratte-gratte sur son téléphone. Donc rester confiné, mais surtout contribuer à ces impôts volontaires que sont les jeux et à ces addictions. Même si le préfet de l'Aisne a interdit la vente d'alcool pour éviter les drames familiaux, on autorise et on facilite, on sollicite les gens à jouer et à des addictions. Double langage encore une fois. Donc le tsunami, il est effectivement sanitaire, économique, mais potentiellement la troisième lame que l'on ne voit pas sur la diapo, là, c'est la lame du tsunami sociétal. Et donc, si j'étais ministre de l'Intérieur, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, je prendrais soin de chouchouter mes forces de l'ordre en leur donnant des masques, du gel et d'autres moyens, en leur faisant prendre un peu de récupération, potentiellement en lâchant quelques primes, puisque c'est robinet ouvert et sans limite, comme on a dit, parce que derrière la sortie de crise, il y a d'une part les gilets jaunes, qui même s'ils s'y sont pris comme des manches, la braise des ultras, comme je vous l'ai évoqué la semaine dernière, couvre toujours. Et puis, si en plus on supprime les vacances et qu'on demande aux gens de travailler plus en sortant du confinement, je pense que le tsunami pourrait être social. Voilà. Alors, comme tous les circuits chauds, généralement, il y a des fusibles pour protéger l'installation. Donc, il y a des petits, des moyens, des gros fusibles. Là, il y a un petit fusible qui semble tout désigner, c'est la secrétaire d'État à la communication, Sibeth Ndiaye. Ensuite, on trouvera certainement un fusible moyen qui pourrait être, quand on fait le tour, il n'y en a pas beaucoup, hein, on ne peut pas toucher à la défense, on ne peut pas toucher aux affaires étrangères, on ne peut pas toucher à la santé qui font le job, le ministère des Transports, pareil, pas grand-chose à lui reprocher, et potentiellement, on pourrait sacrifier la tête de la ministre du Travail dans les négociations avec les syndicats lors de la reprise. Mais par contre, pour je dirais, protéger notre président des hashtags comme on voit, il savait, on n'oubliera pas. De la part, on trouve ça sur les pages Facebook de certains gilets jaunes. Je pense que là, il faudra au moins le Premier ministre comme fusible pour protéger l'installation électrique. Et Premier ministre qui, d'ici là, après avoir parfaitement joué son rôle de bad cop, retournera peut-être faire maire du Havre ou bien lobbyiste d'Areva comme il était au préalable. Mais je pense que le combat suivant du système, combat qui est déjà initié depuis longtemps, ce sera celui de l'imposition d'un gouvernement mondial. Jacques Attali, dans une brillante conférence donnée à l'école polytechnique en 2014, donc des polytechniciens qui sont peut-être aux commandes aujourd'hui, brillante conférence, sans papier comme il a l'habitude. En 1 heure, il a dû leur vendre au moins 5 ou 6 fois l'idée de la nécessité d'un gouvernement mondial, en s'appuyant à chaque fois sur des exemples historiques parfaitement justes. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les peuples ont hésité et ont fini par refuser l'établissement d'un gouvernement mondial, ça s'est traduit par une guerre en 14, en 39, et donc je dirais bon marketing pour vendre plus de mondialisation et surtout un gouvernement mondial qu'on retrouve également dans les discours de Nicolas Sarkozy comme de François Hollande. Donc encore une fois, au même titre qu'on soigne le problème de la dette par plus de dette, le problème de l'Europe par plus d'Europe. Et là, on évoque l'élargissement à l'Albanie comme si c'était la priorité du moment. Eh bien, on soignera un problème de mondialisation par plus de mondialisation. Encore une fois, je précise que ma seule finalité ici, c'est pas de tenir un discours politique, de critiquer pour critiquer, mais c'est de vous aider à augmenter votre résilience, donc votre capacité à rebondir après le choc que l'on est en train de traverser. Et rebondir comment? Par anticipation et par décryptage. Donc, en sortie de crise, parce qu'on va bien en sortir un jour, même si
Certains évoquent une épidémie qui pourrait durer 1 ou 2 ans, mais concrètement, on sortira de ce confinement, par obligation économique encore une fois, et psychologique, sociétale. Certes, vous devriez être en train de gérer ce qu'on appelle en entreprise un PCA, un plan de continuité d'activité, mais vous devriez déjà être en train de gérer et de mettre en place un PSC personnel, c'est-à-dire un plan de sortie de crise individuel, qui pourrait commencer tout simplement par regarder les opportunités qui vont s'offrir à vous, parce que, encore une fois, il y en aura comme dans toute crise, et puis la possibilité et l'opportunité simplement d'évoluer vous-même vers un autre mode de vie et vous reposer les questions fondamentales. Comme dans toute mutation, pour citer Darwin, ce ne seront pas les plus nombreux ni les plus forts qui s'en sortiront, mais seront ceux qui sont capables de s'adapter et d'évoluer. L'évolution et l'adaptation sont les maîtres mots de toute crise. Donc, rien ne s'oublie plus que les malheurs et les guerres. La capacité d'oublier, bien que ça sera plus facile pour certains que pour d'autres, les dégâts psychologiques et physiologiques vont pas être les mêmes et ils seront inévitablement inégaux. Mais malgré ça, la sortie de crise connaîtra une frénésie de consommation, de plaisir, de vie tout simplement, avec de probables excès. Mais oui, la vie reprendra le dessus parce que c'est le sens de l'humanité. Par contre, une bonne partie des repères seront détruits. Donc, il faudra réinventer autre chose. Alors, économiquement, rien que l'industrie aérienne va demander 200 milliards, mais encore une fois, il va falloir réinventer autre chose. Et s'adapter, c'est changer de logiciel, c'est changer de siècle, changer de monde, changer de logiciel. Et ça, je crains fort que nos technocrates soient incapables de le faire et donc aient tendance à nous ramener à ce qui se faisait avant. Donc pour le futur, je citerai, et vous trouverez toutes les citations dans la version écrite, mais je citerai un discours optimiste et probablement un peu utopiste que j'ai mis en référence, qui précise que ce moment exceptionnel que l'on vit ne doit pas faire oublier que l'humanité est toujours sortie de ce genre de crise. En revanche, et je ne joue pas l'oiseau de mauvais augure, mais pour ceux qui imaginaient un répit écologique, je crains qu'on déchante rapidement parce que la priorité ne sera pas celle des énergies renouvelables. La priorité, comme je viens de vous l'expliquer, sera le redémarrage de l'économie. Et le redémarrage de l'économie est indissociable, et les courbes ont toujours évolué en parallèle, des énergies fossiles et du prix des énergies fossiles. Donc la priorité, ce sera malheureusement pas de redémarrer sur un nouveau mode. On redémarra les usines avec l'énergie qu'elles consomment aujourd'hui. Et là, au risque de déplaire à certains, aujourd'hui, la solution aux fossiles, c'est le nucléaire. Certes, ça fait des déchets, mais aujourd'hui, malheureusement, les autres ne sont pas prêtes et je reviendrai sur le sujet. Au même titre que ceux qui rêvaient d'une démondialisation heureuse, comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'est tout simplement inconcevable pour les Chinois et pour la survie du Parti communiste chinois. Donc, c'est idyllique, ça passe bien à la télé, mais c'est inconcevable et également inconcevable et impossible pour nous. Parce que relocaliser, ça sous-entend une hausse des prix incontournable. Nos salariés sont heureusement payés plus cher qu'un petit Chinois, qu'un petit Vietnamien ou qu'un Indien ou je ne sais qui. Et donc, ça sous-entendrait une baisse du pouvoir d'achat. Et il est évident qu'une baisse du pouvoir d'achat, qui était la cause juste qui était initialement la cause juste des Gilets jaunes, est inconcevable en sortie de crise si on ne veut pas à nouveau voir la relance du mouvement des Gilets jaunes. Relance qui, entre parenthèses, serait contre-productive une fois de plus, et elle apporterait de l'eau et elle aiderait l'acceptation
du totalitarisme et surtout de sa normalisation. Encore une fois, il n'y a qu'à regarder, la cote d'Emmanuel Macron monte en flèche, il a récupéré quasiment tout ce qu'il avait perdu sur ses années de présidence. Et dans toute crise, les hommes ont besoin d'un leader. Qu'il soit bon ou mauvais, ils ont besoin d'un leader. Et les gens rappelleront de l'ordre, de l'organisation et de la croissance. Donc, après ce nouveau jour d'avant, je vous dirais juste qu'il vous faudra certes vous reconstituer des stocks parce qu'il y aura d'autres crises, comme il y aura d'autres épidémies telles que le précise le père Gaël Giraud, qui est un expert en économie mathématique et directeur de recherche au CNRS. On savait que les virus allaient arriver, on n'a pas anticipé, on sait qu'il y en aura d'autres, comme on sait qu'il y aura d'autres crises. C'est Nassim Nicolas Taleb et son signe noir. Ça nous tombera dessus. Je vous invite également à lire l'excellent papier de l'ex-amiral ou de l'amiral Olivier Lajoux, qui est référencé également sur la version papier. Et encore une fois, les guerres, telles qu'elle est mal nommée, celles-ci, sont des catalyseurs qui font sortir les besoins de la nature. À mon avis, aujourd'hui, l'urgent, c'est d'éviter la surmédiatisation, car quand les politiques et les journalistes commencent à faire de la médecine et que les médecins commencent à faire de la politique, même si par ailleurs ils ont une double casquette pour certains médecins et chefs de partis politiques, c'est bon pour personne et encore moins pour la science qui se nourrit pourtant de débats contradictoires, mais généralement ça ne se fait pas par communiqué de presse ni sur les plateaux de télé, mais ça se fait entre gens bien, des scientifiques. La science a besoin de contradictions et de réflexions et le peuple, lui, n'a pas besoin de bagarres scientifiques sur les plateaux télé. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les débats, un temps pour les combats dans la catastrophe que nous vivons, où l'agilité et les initiatives individuelles et collectives doivent prévaloir. Et puis, il y a le temps du retour d'expérience. Le retour d'expérience, mais surtout de l'agilité pour, une fois de plus, ne pas repréparer la guerre d'avant. Donc, je termine sur ces mots. À bientôt sur cette chaîne, sur les pages Facebook qui viennent d'ouvrir. Partagez, échangez, aimez ou n'aimez pas, dites-le, commentez. Et au sujet de la Chine, que nous aborderons dans le prochain Zoom géopolitique, je vous invite à relire mes papiers sur le café du commerce de la 23e heure du site Zenlist, notamment celui de janvier 2011, où je disais « La Chine s'offre l'Europe en achetant les plus faibles et en négociant avec les plus forts. La mondialisation, ce n'est pas la Chine qui est venue nous piquer du boulot, c'est nous qui lui avons sous-traité pour des simples raisons de rentabilité financière. » D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et encore une fois, merci de vos commentaires, de vos likes, ça fait plaisir. À bientôt et portez-vous bien. Au revoir.